Une boule de feu a enveloppé le véhicule, un souffle de chaleur a traversé la route, et tout a été recouvert d'un nuage noir. J'étais en cours, en classe de 4e, assise à ma place habituelle, et tout semblait parfaitement normal. Puis cette vague d'émotion est arrivée sans prévenir. Une sorte de pression dans ma poitrine, comme si quelque chose à l'intérieur de moi se brisait doucement mais irrémédiablement. J'ai senti les larmes monter avant même de comprendre ce qui se passait et je me suis mise à pleurer à chaudes larmes devant tout le monde. Je n'arrivais même pas à parler. Le professeur a paniqué, a posé doucement une main sur mon épaule et m'a envoyé au bureau de la direction pour que je puisse me calmer. On m'a donné le téléphone du bureau et j'ai appelé ma mère. Ma voix tremblait et je n'avais même pas vraiment d'explication à lui donner. Elle a tout de suite dit qu'elle arrivait. Je n'étais pas une élève à problème, je ne manquais jamais l'école. Pour elle, si j'avais besoin qu'elle vienne, c'est que quelque chose n'allait vraiment pas. Je me rappelle encore le trajet jusqu'à la voiture, cette impression étrange que mes jambes bougeaient toutes seules, comme si une partie de moi savait précisément où aller et pourquoi. À la maison, j'ai immédiatement monté les escaliers et je suis allé dans la chambre où mon père passait la plupart de son temps depuis des années. Il avait été malade presque toute ma vie. Dans ma mémoire d'enfant, il avait toujours l'air fragile mais jamais absent, toujours présent malgré la douleur. Je me suis glissé dans le lit à côté de lui, comme je l'avais fait tant de fois. Je me suis installé contre son épaule et j'ai lancé l'un de nos documentaires habituels sur la Seconde Guerre mondiale. C'était notre rituel, quelque chose qui n'appartenait qu'à nous. Je crois que je cherchais un réflexe familier dans cette tempête d'émotions que je ne comprenais pas. Je me suis endormi en entendant sa respiration lente et les voix des historiens en arrière-plan. Quand j'ai ouvert les yeux quelques heures plus tard, ma main était toujours serrée dans la sienne. Mais quelque chose était différent. J'ai tourné la tête et j'ai su immédiatement. Il y avait une immobilité, une paix étrange sur son visage que je n'avais jamais vue auparavant. Je ne peux pas dire combien de temps je suis resté là, figé, le cœur glacé. Tout semblait irréel, comme si le monde entier s'était mis en pause. Je savais qu'il était parti et pourtant mon esprit refusait de bouger, refusait de comprendre. Finalement, je me suis levé et je suis sorti de la chambre pour aller trouver ma mère. Je me rappelle encore la manière dont elle m'a regardé en comprenant avant même que je parle. Tout a basculé en quelques secondes. Toutes ces années plus tard, je repense souvent à ce moment en classe. Je n'arrive pas à expliquer ce qui m'a envahi, ce qui m'a poussé à pleurer sans raison apparente. Je sais seulement que je devais rentrer chez moi ce jour-là. Qu'il n'y avait aucune force capable de me retenir à l'école. Je devais être près de mon père, comme si quelque chose en moi avait senti que c'était notre dernier moment ensemble. Et même si cette pensée me serre encore le cœur, je suis reconnaissante d'avoir été là, de lui avoir tenu la main pendant qu'il s'endormait pour la dernière fois. J'avais environ 11 ans. Ce jour-là, une tempête de neige paralysait pratiquement toute la région. Ma grand-mère s'occupait de nous parce que ma mère, qui se trouvait avec mon grand-père, et mon père, chacun de leur côté, étaient coincés sur la route, incapables de rentrer à cause de la neige accumulée et des arbres qui s'inclinaient sous le poids du givre. Comme tout enfant qui voulait se rendre utile, j'avais décidé de dégager l'allée pour faciliter l'arrivée de mes parents. L'entrée de la maison était longue et en pente, et je m'étais retrouvé tout en bas, concentré sur ma tâche, éloigné de la maison et un peu isolé dans ce décor blanc. Je me souviens encore du grincement du vent, de la neige qui tombait par rafales et de cette impression étrange d'être seul au milieu de cette tempête. Plus tard, ma grand-mère m'a raconté ce qu'elle avait ressenti à ce moment précis. Elle se trouvait dans le salon, probablement en train de regarder par la fenêtre pour vérifier si tout allait bien. Soudain, sans aucune raison apparente, elle avait été submergée par une impulsion immense et incontrôlable. Selon elle, c'était comme si son corps avait décidé de bouger avant même qu'elle en soit consciente. Elle s'était précipitée vers la porte d'entrée, l'avait ouverte brusquement et avait crié mon prénom avec une force que je ne lui connaissais pas. Je n'avais jamais entendu ma grand-mère crier de ma vie. Jamais. Son ton était si inhabituel, si urgent, que je n'avais même pas réfléchi.
J'avais lâché la pelle et j'avais reculé de quelques pas vers la maison. À cet instant, un craquement assourdissant a retenti. Un énorme morceau de branche, épais comme un tronc secondaire, s'est détaché d'un arbre voisin et s'est écrasé exactement à l'endroit où je me trouvais quelques secondes plus tôt. La neige a volé en éclats, la pelle s'est retrouvée coincée sous la masse, et un frisson glacé m'a parcouru de la tête aux pieds. Cette branche était si lourde qu'il a fallu 2 adultes pour la déplacer plus tard. Si j'étais resté là, je n'aurais jamais eu le temps de bouger. Il est difficile d'exprimer ce que j'ai ressenti en observant ce morceau de bois immense posé exactement sur mes traces. Une terreur sourde, un soulagement immense et un étonnement profond se mêlaient dans ma poitrine. Personne ne me croit jamais quand je raconte cette histoire, pourtant elle est l'un de ces souvenirs qui restent accrochés à l'esprit comme une photo un peu floue mais impossible à oublier. À l'époque j'étais à l'université et je partageais une chambre avec un ami de lycée. On se connaissait depuis des années, on avait traversé toute cette période adolescente ensemble, les soirées dans le garage de ses parents, les jeux vidéo après les cours, les confidences maladroites sur nos rêves d'avenir. Vivre en colocation avec lui nous semblait parfaitement naturel. Une nuit, j'ai fait un rêve vraiment étrange. Dans ce rêve, lui et moi étions au sommet d'une immense montagne de déchets. Le genre de colline artificielle que l'on voit parfois près des décharges, mais encore plus vaste, presque surréaliste. Le ciel était gris, l'air semblait lourd, et pourtant nous étions là, tous les deux, en train de fouiller dans les ordures comme si nous cherchions quelque chose de précieux. Je me souviens parfaitement de la sensation. Nos mains plongeaient dans des couches de détritus, des objets brisés, du papier mouillé, des boîtes métalliques, tout un chaos de choses abandonnées. Nous ne parlions pas vraiment mais il y avait ce sentiment de mission urgente, comme si nous savions que ce que nous cherchions était enfoui quelque part. Puis j'ai ouvert les yeux. Pas dans le rêve, dans mon lit, en pleine nuit. La pièce était plongée dans une pénombre familière, juste éclairée par un lampadaire extérieur qui filtrait à travers les rideaux mal fermés. J'avais encore en tête la sensation du plastique et du carton sous mes doigts. Je me suis levé, un peu désorienté, et je suis allé au petit lavabo au fond du couloir. J'ai pris le temps de passer de l'eau sur mon visage, pensant que ce rêve n'était qu'un mélange bizarre de fatigue et de stress. Quand je suis revenu dans notre chambre, tout était exactement comme je l'avais laissé. Mon colocataire dormait profondément, enveloppé dans sa couverture. Je me suis glissé dans mon lit, prêt à me rendormir. C'est à ce moment-là qu'il a bougé légèrement. Rien de surprenant jusque-là, juste un réflexe de quelqu'un qui change de position. Mais ensuite il a marmonné quelque chose d'une voix pâteuse et mal réveillée. Il a dit très clairement que la chose que nous cherchions était trouvée et qu'elle se trouvait juste à côté de lui. Puis il s'est retourné et s'est rendormi immédiatement. Ce n'était pas un bruit inarticulé, pas un mot sans sens. C'était une réponse directe à mon rêve. Une réponse à une scène que je venais de vivre quelques minutes plus tôt, seul, dans ma tête. Et il n'avait aucune manière de savoir ce que je venais de rêver. Pendant quelques secondes je suis resté immobile, le cœur battant un peu trop vite. J'étais persuadé d'être bien réveillé. Je savais que je n'avais pas rêvé le moment où je m'étais levé ni son commentaire étrange. Le lendemain matin, pendant qu'on préparait nos céréales dans la minuscule cuisine commune, je lui ai demandé s'il se souvenait d'avoir parlé pendant la nuit. Il m'a regardé avec cette expression confuse et amusée de quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a ronflé toute la nuit. Il n'avait aucun souvenir de quoi que ce soit. Je lui ai même décrit mon rêve, la montagne de déchets, la recherche intense, tout. Il trouvait ça marrant mais ne voyait aucun lien avec son propre sommeil. Pour lui c'était juste une coïncidence. Pour moi c'était trop précis pour l'être. Je n'ai jamais su ce qui s'était réellement passé. Je ne sais pas si nos rêves s'étaient croisés, si nous avions partagé quelque chose d'invisible, ou si c'était juste un hasard absolument parfait. Pendant les grandes vacances, quand l'école était finie, j'adorais veiller tard. Il y avait quelque chose de magique dans ces nuits d'été où la maison semblait flotter dans un calme presque total. Une nuit, alors que tout le monde dormait profondément, j'ai dû me lever pour aller aux toilettes. Je n'avais aucune appréhension,
c'était une routine enfantine. Après avoir fait ce que j'avais à faire, je me suis mis à me laver les mains. C'est à ce moment précis que j'ai entendu un bruit très net venant du salon. Ma radio venait de s'allumer d'un coup. Pas un volume faible, pas un grésillement, non, elle s'était mise à hurler comme si quelqu'un avait tourné le bouton au maximum. Le son avait résonné à travers toute la maison, brisant la tranquillité de la nuit comme une déflagration. Ce qui m'a immédiatement glacé, c'est que mes parents n'auraient jamais pu passer par le salon sans passer devant la salle de bain. J'étais à 2 pas de la porte. Je les aurais entendus. Je les aurais vus. Il n'y avait absolument aucun moyen que quelqu'un soit entré dans la pièce sans que je le sache. Et pourtant, la radio hurlait clairement à plein volume. Je me suis avancé dans le couloir avec une sensation étrange dans le ventre. Je me répétais que la radio avait peut-être un défaut, qu'elle s'était allumée toute seule, que ce n'était rien de grave. Mais une partie de moi savait que quelque chose clochait. Quand j'ai pénétré dans le salon, la pièce était vide. Il n'y avait personne, rien que le mobilier figé dans l'obscurité et cette radio qui crachait de la musique ou peut-être du bruit, je ne me souviens plus exactement. Et puis j'ai remarqué un détail qui a fait monter la panique d'un cran. Sur le dessus de la radio était posé mon Boglin. Une sorte de marionnette en caoutchouc en forme de petit monstre, très populaire à l'époque. Je ne l'avais absolument pas laissée là. Elle se trouvait d'habitude sur une étagère à l'autre bout de la pièce ou parfois sur mon bureau. Là, elle était perchée sur l'appareil, tournée vers moi comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait placée là volontairement. Je suis resté figé quelques secondes, incapable de faire le moindre mouvement. Le contraste était trop surréaliste. La maison était calme, il n'y avait aucun signe de vie autour de moi et pourtant un objet venait de changer d'endroit sans aucune explication. Ce n'était pas comme si la radio s'était simplement allumée. Il y avait ce petit monstre qui semblait attendre que je remarque sa présence, immobile, posée avec une précision presque dérangeante. Finalement, je me suis approché lentement pour éteindre la radio. J'ai remis le Boglin à sa place sans réfléchir. Puis je suis retourné dans ma chambre en évitant soigneusement de trop regarder autour de moi. Je n'ai pas réveillé mes parents, je n'ai rien dit le lendemain. J'étais certain qu'ils ne me croiraient pas ou qu'ils me diraient que j'avais simplement dû être fatigué. Mais je savais ce que j'avais vu. Je savais que la radio était éteinte quand j'avais quitté la pièce. Je savais que le Boglin était ailleurs. L'été juste avant mon année de seconde reste gravé dans ma mémoire pour une raison bien précise. À cet âge-là, on se croyait invincible, on traînait dehors jusque tard dans la nuit et on se nourrissait d'histoires de fantômes locales comme si elles faisaient partie de notre éducation. Près de chez nous, il y avait ce lac dont tout le monde parlait. On disait qu'une princesse amérindienne y était morte il y a très longtemps, que ses pleurs résonnaient certaines nuits, que des gens s'y noyaient sans explication, comme attirés vers les profondeurs par quelque chose d'invisible. Ce genre d'histoire que les parents répètent pour vous faire rentrer avant la tombée de la nuit mais que les adolescents prennent plutôt comme une invitation. Ce soir-là, je traînais avec 2 amis. On avait décidé de marcher jusqu'au lac en pleine nuit, juste pour frissonner un peu. L'air était chaud et la surface de l'eau était étrangement calme. On s'est approché du bord et on a laissé nos pieds pendre dans l'eau, en éclaboussant légèrement. On se racontait des légendes de la région, en plaisantant pour cacher la petite nervosité qu'on ressent toujours dans ce genre d'endroit. L'atmosphère avait quelque chose de lourd, comme si la nuit écoutait. De temps en temps on croyait entendre des bruits dans les arbres mais on se rassurait en se disant que c'était sûrement juste des ratons laveurs ou des oiseaux. Quand on a décidé de rentrer, l'eau ayant commencé à devenir trop froide pour rester assis, on s'est relevé tranquillement. La lune éclairait faiblement le sentier et on avançait en parlant de tout et de rien, un peu soulagé de nous éloigner du lac. Puis soudain l'un de mes amis a crié. Pas un cri joué, pas un cri pour plaisanter. Un vrai cri de surprise et de peur. Il m'a regardé avec de grands yeux et m'a demandé ce qui se passait sur mon dos. J'ai d'abord cru qu'il tentait juste de me faire peur mais quand j'ai senti la panique dans sa voix, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Il m'a fait tourner et là, sur le tissu humide de mon t-shirt, on voyait très clairement une empreinte de main. Une trace sombre, parfaitement définie,
comme si quelqu'un avait posé sa paume trempée sur mon dos une seconde plus tôt. Je n'avais senti absolument rien. Personne ne m'avait touché, j'en étais complètement certain. On s'est mis tous les trois sous la lueur du lampadaire près du parking pour mieux voir. L'empreinte était large, trop large pour appartenir à l'un d'entre nous. On a comparé chacune de nos mains en les posant à côté de la marque. Aucune ne correspondait. La forme était plus longue, les doigts plus fins et pourtant plus étendus. Ce n'était pas juste un jeu de lumière ou une tache d'eau aléatoire. C'était une main qui n'appartenait à personne que nous connaissions. Je me souviens de la manière dont l'un de mes amis a commencé à rire nerveusement. Pas un rire amusé. Le genre de rire qui sort quand on veut refuser la panique mais qu'elle monte malgré tout. L'autre ami, d'habitude le plus rationnel du groupe, n'arrêtait pas de jeter des regards autour de nous comme s'il s'attendait à voir quelqu'un sortir de l'ombre. Quant à moi, j'essayais de comprendre. Je passais en revue chaque seconde depuis que nous étions restés assis au bord de l'eau. Personne n'était derrière moi, personne n'était sorti de nulle part, rien ne m'avait effleuré. Nous avons pris nos vélos et nous sommes partis aussi vite que possible. Personne n'a parlé pendant tout le trajet du retour, chacun absorbé dans ses propres tentatives d'explication. Ce n'est que plus tard dans la nuit, allongé dans mon lit, que j'ai repensé aux légendes sur le lac. La princesse noyée, les histoires de mains qui tirent les nageurs vers le fond, les récits d'empreintes humides retrouvées sur les rives au petit matin. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas si quelque chose nous a suivis ou si cette empreinte venait de l'eau elle-même. Tout ce que je sais, c'est que cette nuit-là, quelque chose m'a touché sans que je m'en rende compte. Quelque chose qui ne venait pas de l'un de mes amis. Quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Cela s'est passé il y a quelques années, à une époque où je travaillais de nuit dans une boulangerie. C'était un rythme particulier, un peu décalé du reste du monde, et je m'étais habitué à partir au milieu de la nuit alors que tout le quartier dormait encore. Pour aller au travail, je marchais toujours par le même chemin. Une petite allée boisée qui s'ouvrait ensuite sur une grande étendue de pelouse. La nuit, cet endroit avait quelque chose de presque irréel. Je finissais par connaître chaque craquement des branches, chaque souffle du vent dans les feuilles, chaque odeur de terre humide. Une nuit pourtant, quelque chose est sorti de cette routine familière. Alors que je traversais le chemin, j'ai remarqué une lueur au loin. Une petite lumière instable, vacillante, comme un clignotement à peine perceptible. Au début, j'ai cru à la lampe d'un jogger ou à un téléphone tenu trop bas. Puis j'ai compris que la source de lumière était bien trop immobile pour appartenir à quelqu'un en mouvement. La curiosité a commencé à me grignoter et, au lieu de continuer mon chemin, j'ai quitté l'allée pour marcher sur la pelouse encore mouillée de rosée. La nuit était calme. Le son feutré de mes pas sur l'herbe était le seul bruit. À mesure que je m'approchais, la lueur devenait plus claire. C'est à ce moment-là que j'ai vu ce que c'était vraiment. Au milieu du terrain, parfaitement isolée, se trouvait une maison de poupée. Une maison minuscule, détaillée, presque jolie au premier regard. Et à l'intérieur, des petites bougies brûlaient, illuminant les minuscules fenêtres depuis l'intérieur comme si la maison était habitée. Je me suis arrêté net. Je savais ce que je voyais, pourtant mon esprit refusait d'en tirer une conclusion logique. Une maison miniature au milieu de nulle part, éclairée par des bougies allumées seules dans la nuit. Le tout parfaitement posé, sans signe de déplacement, sans empreinte visible autour de l'objet, rien. Le vent faisait frémir la flamme des bougies mais pas assez pour les éteindre. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la personne qui avait dû venir ici pour poser tout ça. À l'idée qu'elle soit peut-être encore dans les environs, silencieuse, cachée derrière l'un des arbres de la lisière. J'ai balayé la zone du regard. À perte de vue, personne. Pas le moindre mouvement. Pas un bruit. Je me suis accroupi pour regarder de plus près. Les petites flammes éclairaient les pièces miniatures. Il y avait des mini-meubles, des décorations peintes à la main, une précision presque troublante. On aurait dit une réplique de maison réelle, mais réduite et abandonnée au milieu d'un champ. Et ces bougies. Je me répétais que ce genre de bougies ne brûle pas longtemps.
Quelqu'un devait forcément les avoir allumés peu de temps avant mon arrivée. L'idée que cela se soit produit juste avant que je passe sur ce chemin me glaçait un peu. Je suis resté là un moment, debout, fixant cette scène qui semblait à la fois belle et profondément dérangeante. Je ne savais plus si je devais attendre, appeler quelqu'un ou simplement partir. Au bout de quelques minutes, un malaise diffus s'est installé en moi, sans raison claire. Comme si je n'étais pas censé être là. Comme si ce petit objet posé dans la nuit n'attendait aucun témoin. Finalement je me suis ressaisi et j'ai fait demi-tour. J'ai repris le chemin vers le travail en jetant quelques regards en arrière, presque malgré moi. La maison miniature était toujours là, sa lumière tremblante rougeoyant comme un œil dans le noir. Je n'ai jamais revu cette chose. Le lendemain, j'ai pris exactement le même chemin et la pelouse était vide. Pas de traces, pas de cire fondue, pas de brûlure dans l'herbe, rien. Je me souviens de cet appartement comme si c'était hier. C'était notre tout premier lieu à nous. Petit, un peu ancien, avec des murs trop fins et une moquette que personne n'aurait choisie volontairement. Mais on était jeunes, amoureux, et tout paraissait chargé de promesses. La seule règle que le propriétaire répétait sans cesse était très claire. Aucune présence animale. Ni chien, ni chat, rien. Sauf qu'il y avait ce chat errant qui traînait autour de l'immeuble. Un petit félin tigré au regard malin, toujours collé près de la porte d'entrée. Ma copine d'alors, ma femme aujourd'hui, était incapable de résister à un animal en détresse. Très vite, malgré les règles, elle l'a laissé entrer. D'abord juste pour 1 heure. Puis pour une soirée. Puis pour la nuit. Et voilà comment un interdit s'est transformé en un secret partagé. Une nuit, alors que nous étions tous les deux à la maison, quelque chose d'étrange s'est produit. Je m'étais installé sur notre lit avec une lumière tamisée. Le chat était dans la chambre, tournant nerveusement autour du seuil qui donnait sur le couloir. Soudain il s'est mis à gratter la moquette. Pas timidement. Pas un petit coup de patte innocent. Un vrai grattage frénétique, comme s'il essayait d'arracher quelque chose du sol. De l'autre côté du couloir, ma copine a entendu le bruit depuis le salon. Je l'ai entendu quitter son canapé d'un pas rapide. Le son de ses pieds nus sur la moquette du couloir approchait, déterminée, comme si elle s'était préparée à intervenir. Lorsqu'elle est arrivée dans l'encadrement de la porte, je l'ai vue lever les mains d'un geste sec pour applaudir et effrayer le chat. C'était un geste qu'elle faisait souvent pour le stopper quand il s'excitait trop. Sauf que cette fois, elle n'a pas claqué des mains. Je l'ai vu très clairement. Ses mains se sont immobilisées dans les airs, la posture figée comme si quelque chose l'avait stoppé net dans son mouvement. Le chat, lui, a détalé aussitôt. Et à ce moment précis, alors que ses mains étaient toujours suspendues sans se toucher, un son a éclaté dans le couloir. Un claquement. Net, puissant, parfaitement clair. Le son d'un applaudissement sec, celui qu'elle aurait produit si ses mains avaient réellement frappé l'une contre l'autre. Le bruit a résonné contre les murs avec une force qui ne laissait aucune place au doute. Ce n'était pas un craquement de meubles, pas un bruit de tuyaux, pas un son vague. C'était un clap, pur et simple. On s'est figés tous les deux. Elle a lentement baissé les mains, complètement blanches, les yeux écarquillés. Avant même que je parle, elle m'a regardé avec cette expression que je n'oublierai jamais. Une peur vraie, brute, celle qui vient d'un événement qui viole les règles normales du monde. Sa voix tremblait lorsqu'elle a dit que ce n'était pas elle qui avait applaudi. Elle le savait, je le savais, et nous l'avions entendu exactement en même temps. Aucun de nous n'a bougé. Aucun n'a tenté de rationaliser. On cherchait juste à comprendre ce qui venait de se passer. Ce claquement est resté l'un des moments les plus inexplicables de notre vie. Il n'y avait aucune chance que ses mains aient produit le son. Je les avais vues s'arrêter. Je savais qu'elles n'avaient pas bougé. Et pourtant l'écho du bruit résonnait encore dans ma tête. Il y a 2 ans, je regardais un film sur le canapé avec mon mari et je me suis endormi à côté de lui. Dans mon sommeil,
j'ai entendu un bruit fort, presque comme celui d'un train, et je me suis réveillé lorsqu'il m'a poussé en disant « Écoute, tu entends ça ?» Je n'avais jamais entendu quelque chose de pareil près de notre maison. On aurait dit un train passant littéralement au-dessus de nous, mais c'était incroyablement fort et le son ne s'atténuait pas. Il a duré au moins 2 minutes d'affilée. Nous vivons dans un quartier plutôt rural, il y a des voies ferrées à environ 1 mile mais ce n'était pas le son d'un train. C'était tellement fort que la maison semblait vibrer. Nous n'avons jamais réussi à comprendre ce que c'était. Ce n'était pas un jet ni quoi que ce soit du genre, car cela avait duré trop longtemps. Ce n'était pas un camion non plus. Nous avons envisagé toutes les possibilités et rien ne correspondait. Nous étions tellement stupéfaits et terrifiés que nous n'avons pas bougé ni parlé pendant tout le temps que ça a duré, mais j'aurais aimé qu'on sorte pour voir ce que c'était. C'était tellement assourdissant que nous étions simplement paralysés. Je précise ceci parce qu'on me le suggère sans arrêt. Ce n'était pas une tornade, nous n'en avons quasiment jamais ici, et lors des très rares occasions où il y en a, c'est un événement majeur à l'échelle locale. Même quand il y en a, elles sont très petites et touchent rarement complètement le sol, et elles n'ont jamais atteint la région où je vis. Quand elles surviennent, c'est dans la vallée, et moi je vis dans une zone plus vallonnée. Il y a beaucoup de montagnes et de collines dans ma région. Il est impossible qu'une tornade soit passée sans que ce soit dans les gros titres pendant des jours et sans qu'elle cause des dégâts majeurs, car les maisons et les lignes électriques ici ne sont pas faites pour résister à ce genre de phénomène. On perd déjà le courant pour la moindre petite tempête, alors une tornade aurait coupé l'électricité immédiatement. Ce n'était pas un tremblement de terre non plus, nous n'en avons pas ici. Tout comme une tornade, cela aurait été un événement d'actualité majeure. Ce n'était pas non plus un phénomène météorologique ou une tempête. C'était en juillet il y a 2 ans, il faisait chaud mais le temps était calme, pas de pluie ni de vent. Notre réseau électrique est nul, à l'époque on perdait le courant presque tous les 2 mois pour la moindre intempérie. N'importe quel phénomène météorologique pouvant produire un bruit pareil aurait forcément coupé l'électricité. Il y aurait eu d'autres signes de mauvais temps, mais il n'y en avait aucun. Je ne peux vraiment pas suffisamment insister sur le fait que c'était extrêmement fort. Je n'ai jamais entendu quelque chose de semblable. Quand je dis bruit de train, c'est l'image la plus proche mais ce n'est pas entièrement fidèle. C'était presque comme un klaxon extrêmement puissant, mais plus rugueux. C'était littéralement assourdissant. Quand j'étais enfant, je passais toujours 1 ou 2 heures seul à la maison avant que mon bus scolaire n'arrive. Cela aurait inquiété beaucoup d'adultes, mais pour moi c'était une sorte de petite liberté improvisée. Pas de bruit, pas d'ordre, pas de tension dans l'air. Et surtout, pas mon beau-père. Il était violent et imprévisible et ces moments seuls étaient presque les seuls où je pouvais simplement respirer et regarder mes dessins animés en paix. La routine était simple. J'allumais la télévision, je m'installais devant mes programmes préférés et je gardais un œil sur l'heure pour ne pas manquer le bus. Le matin dont je parle a commencé exactement ainsi. J'étais assis dans le salon, absorbé par l'écran, complètement détendu. Puis j'ai entendu ce bruit. Le bruit du loquet de la porte du sous-sol. Ce bruit précis, reconnaissable entre mille. C'était un petit clic métallique que je connaissais par cœur, parce que mon beau-père descendait souvent là-bas et que ce son annonçait toujours son arrivée dans la maison. Malgré le volume de la télévision, je l'ai immédiatement reconnu. Et tout mon corps s'est figé. Je me rappelle avoir senti la panique monter d'un coup. Pas une peur vague. Une peur glaciale. Je n'avais pas le droit d'être seul avec lui, pas le droit de le surprendre, pas le droit de me trouver sur son chemin. Dans des situations comme celle-là, mes réflexes prenaient toujours le relais avant même que je ne réfléchisse. J'ai crié. Je ne sais même plus comment les mots me sont venus. Je me souviens seulement de ma propre voix, tremblante, qui résonnait dans la maison. Je disais que je ne l'avais pas vu, que je ne dirais rien, que j'allais sortir immédiatement. Je lui suppliais presque de ne pas me faire de mal. Je n'ai attendu aucune réponse. J'ai attrapé mon sac, mes mains tremblaient, et je me suis enfui en courant vers la porte d'entrée. J'ai traversé l'allée jusqu'au bout du chemin qui menait à la route, où le bus devait s'arrêter.
La fraîcheur du matin m'a frappé au visage et j'espérais simplement être assez loin pour qu'il ne puisse pas me rattraper. Et c'est là que l'histoire bascule dans l'étrange. La fenêtre de la cuisine était entr'ouverte parce qu'il faisait assez chaud ce jour-là. Depuis l'autre bout de l'allée, je pouvais entendre ce qui se passait à l'intérieur de la maison. Des bruits sourds. Le son de verre cassé. Des assiettes qui se brisaient au sol. Le fracas clair et violent de la vaisselle qui explose en morceaux. Je me tenais là, immobile, mon sac sur le dos, incapable de faire un pas de plus vers la maison. J'écoutais tout cela avec une terreur froide et un sentiment d'impuissance totale. Je ne pouvais rien faire d'autre qu'attendre le bus et espérer qu'il arrive vite. La seule pensée qui tournait dans ma tête était que mon beau-père fouillait la maison et saccageait tout parce qu'il pensait que j'avais menti ou que je l'avais surpris. Quand le bus est arrivé, j'ai grimpé dedans avec la gorge sèche. Je n'ai parlé à personne. Je n'ai rien dit. Et surtout, je n'ai rien raconté à l'école. J'avais cette idée en tête que si j'en parlais, si j'ouvrais trop la bouche, quelque chose de pire pourrait se produire. En rentrant chez moi ce soir-là, j'avais cette boule dans le ventre à l'idée de ce que j'allais découvrir. Je m'attendais à trouver un chaos absolu dans la cuisine, des morceaux de verre partout, des objets brisés, quelque chose qui prouverait ce que j'avais entendu. Mais il n'y avait rien. Un soir au lycée, après un match, mon père a ouvert la porte de la voiture pour que je monte sur la banquette arrière, comme il le faisait toujours. C'était une habitude immuable. Il ouvrait la porte du côté où je m'asseyais systématiquement, et je m'y installais sans réfléchir. Pourtant, ce soir-là, quelque chose en moi a fait tilt. Sans raison précise, sans hésitation non plus, j'ai simplement dit que je préférais m'asseoir de l'autre côté. Mon père a ri, un rire un peu surpris, presque amusé par ce changement soudain de routine. Nous avons contourné la voiture ensemble, et il m'a ouvert l'autre porte. Je me suis installé sans penser à quoi que ce soit de particulier. Pas d'avertissement intérieur, pas de voix mystérieuse, pas de sensation de danger. Juste une envie soudaine, un caprice inexplicable. Ce qui rendait la situation encore plus étrange, c'est que je n'étais pas du genre à changer mes habitudes. J'étais extrêmement attaché à ce siège précis à tel point que cela frôlait l'obsession. Pourtant, ce soir-là, je me suis dit pourquoi pas, et je n'ai cherché aucune justification. Environ 10 minutes plus tard, notre voiture a été percutée violemment sur le côté. Un choc brutal, un bruit de métal écrasé, un flash de panique, puis la douleur. J'ai été grièvement blessé. Le temps s'est déformé dans mon esprit, chaque seconde s'étirant en une succession de sensations confuses et de bruits déformés. Je me souviens vaguement du cri de mon père, des gens qui se précipitaient vers nous, du clignotement des gyrophares qui se reflétaient sur les vitres brisées. Et pourtant, malgré la gravité de mes blessures, une pensée implacable n'a cessé de me traverser l'esprit. Si j'avais été assise à ma place habituelle, celle pour laquelle j'avais toujours eu une préférence presque irrationnelle, je n'aurais eu aucune chance de survivre. Le point d'impact se situait exactement là, là où je m'asseyais chaque jour sans exception. Le siège où j'aurais dû être. Le siège où, pour une raison que je ne comprendrai jamais, je n'avais pas voulu me mettre ce soir-là. Même des années plus tard, je repense souvent à ce moment précis où j'ai décidé de changer de côté. Je revois la scène en détail, depuis la lumière blafarde du parking après le match jusqu'à la manière dont mon père avait haussé les sourcils avant de sourire. Tout paraît extrêmement banal et pourtant incroyablement lourd de sens à la lumière des événements qui ont suivi. C'était une période difficile de nos vies, une période où tout semblait fragile et imprévisible. Ma femme avait subi récemment un traumatisme crânien à la suite d'un accident et les médecins avaient fini par diagnostiquer une épilepsie post-traumatique. Nous apprenions encore à vivre avec cette réalité, à comprendre les signes, à ajuster nos routines, à accepter ce mélange d'inquiétude et d'espoir qui nous accompagnait chaque jour. Ce soir-là, elle avait décidé de prendre un bain pour se détendre. Je me souviens encore de la chaleur de la salle de bain et du parfum du savon qu'elle aimait tant. Pendant qu'elle profitait de ce moment, je m'étais installé dans le salon avec la musique à plein volume.
J'écoutais Led Zeppelin et la chanson qui tournait était In My Time of Dying. Le son remplissait toute la maison au point que les murs vibraient légèrement. Je connaissais cette habitude un peu excessive, je montais toujours la musique trop fort, mais elle me taquinait en disant que cela faisait partie de mon charme. C'est à ce moment-là que tout a basculé. À travers le vacarme de la musique, j'ai entendu une voix. Ce n'était pas un murmure. Ce n'était pas une impression vague. C'était son appel. Un appel clair, urgent, presque tranchant. Elle disait de venir, elle demandait de l'aide, comme si sa voix avait traversé directement quelque chose de plus profond que mes oreilles. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru vers la salle de bain. La scène que j'ai découverte est quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle était allongée dans la baignoire, face contre l'eau, son corps agité de secousses incontrôlables. Son visage était submergé, complètement sous la surface. Il n'y a pas eu de moment d'hésitation. Je l'ai tiré hors de l'eau avec une force que je ne savais même pas posséder. Le bruit, l'eau, la panique, tout s'est mélangé, mais je me souviens encore de la sensation de sa peau froide et de ma voix qui répétait son prénom sans que je m'en rende compte. Elle a fini par reprendre son souffle et le reste est arrivé dans une sorte de brouillard. L'appel à l'ambulance, les paramédics, le transport à l'hôpital. Elle a finalement survécu à cette crise et je sais que si j'étais arrivé quelques secondes plus tard, tout aurait pu se terminer autrement. Mais quelque chose me hante encore aujourd'hui. C'est la manière dont je l'ai entendue. La musique, à ce moment-là, était absolument assourdissante. Les enceintes vibraient, les paroles se mêlaient à la guitare, chaque son remplissait la pièce au point que même mes propres pensées semblaient noyées sous le volume. Il était tout simplement impossible que mes oreilles aient perçu la moindre voix humaine. Et pourtant, son appel m'a atteint clairement, comme si elle se trouvait juste à côté de moi, comme si ces mots s'étaient formés directement dans mon esprit. Je n'ai jamais prétendu comprendre ce qui s'est produit. Je ne crois pas aux explications trop faciles. Mais je sais ce que j'ai vécu. Je sais que ce n'était pas un son ordinaire. C'était autre chose, quelque chose de plus profond, une sorte de message instinctif, presque viscéral. Comme si, dans ce moment critique, elle avait réussi à franchir une barrière invisible pour me faire entendre ce que je devais entendre. Je suis incapable d'expliquer cette expérience avec des mots ordinaires. Je peux seulement dire que je suis convaincu d'avoir entendu sa voix dans mon esprit plutôt que mes oreilles. Et je crois sincèrement que cette connexion étrange, ce fil invisible entre elle et moi, est ce qui lui a sauvé la vie ce soir-là. Je me souviens de cette soirée avec une netteté qui me surprend encore. C'était une nuit tout ce qu'il y a de plus normal. Mon fils venait de finir sa routine du coucher, déjà enveloppé de cette fatigue douce que les enfants ont après une longue journée. Je l'ai bordé comme toujours, je lui ai dit bonne nuit, et j'ai éteint la lumière. La pénombre de sa chambre était rassurante et je distinguais encore tout grâce à la lumière du couloir qui filtrait à travers la porte entr'ouverte. Comme d'habitude, en me dirigeant vers la sortie, j'ai fait attention à ne pas marcher sur le chien. Il se couchait toujours au même endroit, juste devant la porte, comme s'il montait la garde pour la nuit. Je l'ai vu, une silhouette sombre contre le parquet. Je me suis avancé et comme je le fais chaque fois, j'ai traîné doucement mes orteils sur sa poitrine et sur son pelage. Ce petit geste était devenu un rituel entre nous, une manière de lui dire bonne nuit sans déranger mon fils. Il a remué la queue en réponse, et j'ai entendu le son familier de sa queue frappant légèrement le sol. C'était un bruit rassurant, un signe qu'il était bien là, tranquille, fidèle à sa place. J'ai quitté la chambre en laissant la porte entr'ouverte d'un simple petit espace. Rien d'inhabituel. Puis j'ai descendu les escaliers. Il n'y a qu'un seul escalier dans la maison et j'étais dessus, concentré sur mes pas comme on le fait lorsque tout est calme et que la maison semble s'endormir elle aussi. Arrivé en bas, quelque chose a brisé le fil de la routine. Le chien était là. Allongé dans la salle à manger. Il me regardait avec sa posture détendue et sa queue battait joyeusement contre le sol, exactement comme il l'avait fait quelques secondes plus tôt à l'étage. Sauf que cette fois, il était physiquement devant moi, sur un autre étage,
à bonne distance de l'endroit où je l'avais senti et entendu quelques instants auparavant. Je me suis figé. Mon cerveau a tenté de refaire le chemin mentalement. La chambre. Le couloir. Le chien dans l'ombre. Sa fourrure sous mes orteils. Le son parfaitement distinct de sa queue qui frappait le sol. Puis moi, descendant l'unique escalier de la maison, sans jamais l'avoir vu passer devant moi ou me doubler. Il n'y avait tout simplement aucune logique possible. Aucune porte secrète. Aucune seconde sortie. Aucun endroit où il aurait pu se cacher et réapparaître ainsi. Il était là en bas. Avec exactement la même posture et la même réaction que quelques instants avant, comme si la scène avait été copiée et collée à un autre endroit de la maison. Je suis resté un long moment immobile à le regarder. Mon cœur battait un peu trop vite et une sensation étrange me montait dans la poitrine. Pas de panique, pas de peur, juste une sensation glacée, celle que l'on ressent quand quelque chose dans le monde vient de défier les règles les plus simples sans aucune explication. Le chien m'a regardé en remuant la queue comme si de rien n'était. Comme s'il n'y avait rien d'étrange dans le fait d'être à deux endroits différents en l'espace de quelques secondes. Je me suis même demandé si j'avais rêvé debout, si je m'étais trompé, si mon esprit avait imaginé ce contact. Sauf que je me souvenais du toucher. Du son. De la sensation précise de sa respiration dans sa poitrine. Ce n'était pas un souvenir flou. C'était aussi réel que n'importe quel geste que je fais chaque jour. Je devais avoir 17 ans lorsque c'est arrivé, et même aujourd'hui je n'arrive toujours pas à trouver une explication rationnelle qui tienne la route. J'étais en voiture avec deux amis, on rentrait d'une soirée banale où l'on avait essentiellement traîné, parlé de tout et de rien, et passé notre temps à écouter de la musique dans le parking du fast-food du coin. Il était tard mais pas assez pour que l'on se sente fatigué. La route était presque vide, une longue ligne droite bordée de lampadaires espacés et de quelques maisons plongées dans la pénombre. On roulait tranquillement, la musique tournait à un volume raisonnable et on discutait de ce qu'on ferait le week-end suivant. C'était une atmosphère légère, presque douce, le genre de moment dont on ne se souvient pas normalement car rien d'exceptionnel ne s'y produit. Sauf que cette fois-là, quelque chose d'incompréhensible est arrivé. Sans aucun avertissement, tout est devenu noir. Pas juste un peu sombre. Pas une baisse de lumière progressive. Non. Un noir total, absolu, étouffant. Pendant environ une seconde, tout ce qui était visible quelques instants plus tôt avait disparu. Les lampadaires le long de la route se sont éteints comme si on avait coupé l'alimentation de toute la ville d'un seul coup. Les maisons plongées dans l'obscurité sont devenues complètement invisibles. L'extérieur était si noir que je n'arrivais même plus à distinguer la silhouette des arbres. Mais ce qui m'a terrifié, c'est que l'intérieur de la voiture aussi s'est retrouvé totalement obscur. Le tableau de bord s'est éteint. Les aiguilles lumineuses ont disparu. La radio s'est coupée. Les témoins lumineux se sont évanouis. Même les phares se sont éteints, plongeant la route dans un vide complet. Pendant une seconde, il n'y avait absolument aucune lumière, nulle part. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton qui effaçait la réalité visuelle autour de nous. Je me souviens de la manière dont j'ai retenu ma respiration. Mes deux amis n'ont pas crié. Ils n'ont pas parlé. Ils se sont juste figés comme si chacun de nous essayait de comprendre ce qui venait de se passer sans oser bouger. Puis tout est revenu. Les lampadaires se sont rallumés. Le tableau de bord s'est éclairé de nouveau. La radio a repris exactement là où elle s'était arrêtée. Les phares ont illuminé la route comme s'il ne s'était rien passé. La seconde noire avait pris fin sans laisser la moindre trace. J'ai immédiatement ralenti, les mains crispées sur le volant. On s'est regardés tous les trois sans vraiment savoir quoi dire. Un de mes amis a tenté de plaisanter mais sa voix tremblait. L'autre répétait que c'était probablement une coupure de courant général, mais même lui n'y croyait pas vraiment. Une panne d'électricité peut expliquer les rues plongées dans le noir, mais pas l'intérieur d'une voiture qui fonctionne sur une alimentation indépendante, pas tous les systèmes qui s'éteignent simultanément, pas cette sensation étrange que le monde venait de disparaître pendant une seconde entière.
Quand j'étais enfant, vers 6 ans, j'avais dans ma chambre une commode étrange. Elle était très lourde, très haute et étonnamment étroite. Une pièce massive en chêne, avec un centre de gravité beaucoup trop haut pour être vraiment stable. On aurait dit qu'elle avait été construite pour un adulte, ou pour une chambre qui n'était pas vraiment destinée à un enfant. Un soir, mon père était assis sur mon lit, de l'autre côté de la pièce, et me lisait une histoire comme il le faisait souvent. La lumière douce de la petite lampe de chevet baignait la chambre d'une atmosphère calme. Pour une raison quelconque, j'ai soudain eu absolument besoin de récupérer quelque chose posé tout en haut de la commode. Rien d'urgent ni d'important, juste une impulsion d'enfant incapable d'attendre la fin de l'histoire. J'ai alors ouvert le tiroir du bas et j'ai grimpé dessus pour atteindre le sommet du meuble. Mes vêtements pliés formaient une sorte de marche improvisée. Je me suis hissé tant bien que mal, j'ai tendu la main vers l'objet qui m'intéressait, et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Littéralement. La commode a commencé à pencher vers l'avant. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Mon père et moi conservons le même souvenir précis de ce moment. Je me trouvais juste sous cette masse de chêne qui se renversait sur moi. La scène aurait dû être catastrophique. Les tiroirs ouverts auraient pu glisser ou se briser en tombant. Le meuble aurait pu m'écraser. Mon père avait commencé à se lever d'un bond, mais il était trop loin pour intervenir. Et pourtant, l'instant suivant, j'étais assise sur le pied du lit. Il n'y a pas eu de course, pas de saut, pas de geste conscient. C'était comme si la scène avait sauté d'un point à un autre, un instant où le meuble tombait sur moi, puis un autre où je me retrouvais miraculeusement en sécurité à plusieurs mètres de là. Mon père en est resté bouche bée. Moi aussi d'ailleurs. Aucun de nous ne sait comment expliquer cette transition étrange. Il n'y avait aucune possibilité physique que j'aie pu atteindre le lit en un seul mouvement, encore moins avec la commode déjà en train de basculer. Le bruit de l'impact du meuble contre le sol a résonné aussitôt. Le choc a fait vibrer la pièce. Mon père s'est précipité vers moi pour vérifier que j'allais bien. J'étais confuse, tremblante, incapable de comprendre ce qui venait de se passer, mais parfaitement indemne. La commode, elle, était à moitié couchée sur le sol avec les tiroirs déplacés et les vêtements éparpillés. Je suis ambulancier en Louisiane. Un matin, j'ai appelé au travail, c'était un vendredi et j'avais besoin d'un week-end de 3 jours. Ma patronne était très cool, elle m'a dit de profiter. J'avais environ 1 heure de trajet, et la plupart du temps ma petite amie et moi faisions le covoiturage. Pendant qu'elle s'habillait pour sa journée de travail, je restais au lit et j'avais cette petite voix insistante dans ma tête qui me disait que je devais aller travailler. Je l'ai repoussée plusieurs fois mais elle devenait de plus en plus forte. Va travailler. J'ai fini par céder et je lui ai dit que finalement je ferais le trajet avec elle. Notre trajet se fait principalement sur l'I-55, un pont au milieu du marais où il n'y a pas beaucoup de circulation. Il n'y a pas vraiment d'accotement, juste assez de place pour qu'une voiture puisse se garer et un mur qui empêche de tomber dans l'eau. Il y a une sortie tous les 7 à 10 km environ, la voie nord est un pont séparé et la voie sud aussi. Nous étions à environ 20 minutes de route et je roulais vite. La limite est de 70 000 par heure mais comme l'endroit est isolé, je roule généralement à environ 85 000 par heure. J'étais sur la voie rapide et j'ai remarqué une camionnette arrêtée sur la droite, sans feu de détresse, juste garée. Ce n'est pas quelque chose de rare à voir, les gens tombent en panne tout le temps dans cette zone, souvent en panne d'essence à cause de la longue distance sans sortie ni station-service. Donc je vois cette camionnette, et entre elle et le mur je remarque quelqu'un en train de faire un massage cardiaque. Je me gare rapidement et je demande à ma copine d'appeler le 911. Je m'approche de la camionnette et j'annonce à l'homme qui fait le massage cardiaque que je peux aider. Il me dit que son ami sortait tout juste de désintoxication et qu'il avait pris de l'héroïne. J'évalue l'homme au sol, je sens un pouls mais il ne respire pas. J'ai travaillé sur de nombreuses overdoses au cours de ma carrière mais toujours dans le confort d'une ambulance. Ce jour-là, je n'avais rien. J'ai fait du bouche à bouche à cet homme pendant environ 15 minutes jusqu'à l'arrivée d'un policier avec du Narcan. Quand l'ambulance est arrivée, il était réveillé et conscient.
Comme je l'ai dit, j'ai traité beaucoup d'overdoses. Ce qui me fait rejouer cette scène dans ma tête, c'est cette voix qui me disait de me lever. C'était quelque chose de puissant. Si je n'avais pas appelé pour prendre ma journée et si j'étais parti à mon heure habituelle, cela aurait été des heures avant et il serait mort. Si je n'avais pas écouté cette voix, il serait mort. Quelque chose m'a parlé. Je ne sais pas ce que c'était mais j'aimerais que cela me parle encore. J'aimerais chaque jour pouvoir réentendre cette voix. Je me rappelle très bien de l'histoire du panier de basket parce qu'elle ne ressemblait à rien de ce qui nous était arrivé avant d'emménager dans cette maison. Lorsque nous l'avons acheté, le long de l'allée se trouvait un vieux panier de basket. Une grande structure un peu rouillée, marquée par le temps mais encore solide. Le fils de l'ancien propriétaire s'en servait souvent, pareil. On voyait les traces de ballons sur le panneau, les lignes usées sur le bitume. Mais comme personne chez nous ne jouait, nous avions demandé au propriétaire de venir le récupérer. Ce qu'il avait fait très vite. Puis les années ont passé. 5 ou 6 ans, assez pour que nous ne pensions plus du tout à ce panier de basket. À vrai dire, il avait disparu de nos esprits comme disparaissent les accessoires inutiles d'une ancienne vie. Nous vivions dans un coin tranquille, avec un seul voisin dont la maison se trouvait assez loin. Un homme âgé, très discret. La nuit, chez nous, il n'y avait jamais aucun bruit dehors à part parfois le vent ou un animal. Un matin pourtant, ma fille est descendue pour le petit déjeuner avec cette expression hésitante qu'ont les enfants quand ils ne sont pas sûrs de vouloir partager quelque chose. Elle m'a dit qu'elle avait entendu du bruit dans l'allée la nuit précédente. Quelqu'un faisait rebondir un ballon de basket. Elle m'a décrit un son sec, rythmique, toujours le même, comme une balle contre le bitume. Sa chambre donnait directement sur l'allée, et elle était certaine de ne pas rêver. J'ai haussé les épaules, persuadé qu'elle avait fait un rêve étrange influencé par un bruit quelconque. Je lui ai dit que ce n'était rien. Le lendemain, elle m'a dit qu'elle avait entendu exactement la même chose. Le même bruit percutant, régulier, comme si quelqu'un pratiquait des dribbles sous sa fenêtre pendant plusieurs minutes. J'ai trouvé ça étrange, bien sûr, mais comme elle semblait calme, j'ai fini par oublier l'histoire en me disant que son imagination travaillait un peu trop. Puis, environ un mois plus tard, je discutais avec notre vieux voisin. Une conversation tout à fait banale sur le temps, les travaux, les saisons qui changent. Puis il m'a annoncé que le fils de l'ancien propriétaire était décédé soudainement. Un choc pour lui, un jeune homme qu'il avait vu grandir. Je lui ai demandé quand cela était arrivé précisément. Il m'a donné la date. C'était exactement à l'époque où ma fille avait commencé à entendre du bruit dans l'allée. Exactement la même période. Une coïncidence tellement parfaite qu'elle semblait refuser d'en être une. Et ce qui m'a frappé encore plus, c'est que nous n'avions jamais entendu ce bruit avant. Pas une seule fois. Pas même un petit rebond isolé en 6 ans de vie dans cette maison. Et après cette période, nous ne l'avons jamais entendu non plus. Je n'ai rien dit à ma fille tout de suite. Pas envie de l'effrayer. Mais je n'ai pas pu me débarrasser de cette impression étrange. J'imaginais ce jeune homme, nostalgique de sa jeunesse, revenant peut-être inconsciemment vers le seul endroit où il avait passé des heures à lancer des ballons. Quand j'avais 7 ou 8 ans, il m'est arrivé quelque chose que je n'ai jamais réussi à expliquer. À cet âge-là, ma grand-mère était l'une des personnes auxquelles j'étais le plus attaché. Elle vivait loin et je ne la voyais que quelques fois par an, ce qui me rendait encore plus accroché aux rares objets qu'elle me donnait. Parmi eux, il y avait une petite bague. Rien de très précieux en termes monétaires, mais pour moi c'était un trésor, un symbole de son amour, presque un morceau d'elle que je pouvais garder près de moi. Un jour, je l'ai perdue. Je me revois encore fouiller chaque recoin de ma chambre avec une urgence presque désespérée. Je renversais mes tiroirs, retournais mes coussins, regardais sous mon lit, dans mes poches, partout où un enfant paniqué peut chercher. À mesure que le temps passait, je sentais la panique grandir. Je me souvenais de la main ridée de ma grand-mère qui avait glissé la bague dans la mienne, de son sourire, de l'émotion qui m'avait envahi à ce moment-là. Et maintenant je l'avais perdue.
Rien que cette pensée me déchirait. J'ai cherché toute la journée. Jusqu'à ce que mes yeux soient brûlants de larmes et que mes mains tremblent de fatigue. Le soir venu, je n'en pouvais plus et je me suis endormi en pleurant, convaincu que je ne reverrai jamais cette bague. Je me souviens de la lourdeur dans ma poitrine, d'une sorte de tristesse qui, à cet âge-là, semblait immense et définitive. Le lendemain matin, lorsque j'ai ouvert les yeux, mon regard est tombé immédiatement sur ma table de chevet. Et là, posée au milieu, bien en évidence, exactement centrée comme si quelqu'un avait voulu qu'elle soit impossible à manquer, se trouvait la bague. Parfaitement propre. Parfaitement placée. Comme si elle m'attendait. J'ai bondi hors du lit et je suis allé voir mes parents. Je leur ai demandé où ils l'avaient retrouvée. Je les remerciais même avant qu'ils ne répondent tant j'étais soulagé. Mais ils m'ont simplement dit qu'ils n'y étaient pour rien. Que si quelqu'un avait trouvé la bague, ce devait être mes frères. Je suis donc allé les voir, mais eux non plus n'avaient rien fait. Et franchement je n'ai jamais cru qu'ils auraient pris la peine de fouiller ma chambre pendant que je dormais pour retrouver un bijou qui n'avait de valeur que pour moi. C'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Toute la maison s'était couchée avant moi ce soir-là. Je me souviens l'avoir remarqué car je lisais un peu dans mon lit. Et j'ai toujours été un dormeur léger. Le moindre pas dans le couloir me réveillait. Le moindre grincement dans ma chambre suffisait à me faire ouvrir les yeux. Pourtant cette nuit-là, personne n'était entré. Je l'aurais senti. Je l'aurais entendu. Ma bague était revenue. Sans explication. Sans bruit. Comme déposée par une main invisible qui avait voulu me réconforter. Je n'ai jamais compris qui l'avait posée là, ni comment. Mais je sais que cela n'avait rien à voir avec mes parents ni mes frères. Pendant longtemps j'ai gardé l'impression que ma grand-mère était liée à cet événement. Peut-être parce que je pensais à elle si fort. Peut-être parce que j'avais l'impression qu'elle avait entendu mon chagrin à distance. Peut-être parce que dans mon esprit d'enfant, l'amour pouvait traverser les kilomètres et accomplir de petites choses impossibles. Nous étions en vacances avec un groupe d'amis et de membres de la famille sur la côte de la Caroline du Nord. Chaque jour, mon fils de 7 ans profitait pleinement de la vie à la plage. Il passait des heures dans l'eau, riait avec les autres enfants et semblait n'avoir qu'une seule envie, recommencer encore et encore. Rien ne pouvait le rendre plus heureux que ces journées passées entre le sable chaud et les vagues tièdes. Un soir pourtant, au moment d'aller se coucher, quelque chose d'étrange s'est produit. Il s'est mis à pleurer de manière incontrôlable. Je n'avais jamais vu cela chez lui. C'était un enfant calme, rarement bouleversé, et là il tremblait de peur en répétant que personne ne devait aller dans l'eau le lendemain. J'ai essayé de le raisonner doucement. Je lui ai rappelé que de toute façon nous avions prévu de passer la journée en ville, loin de la plage. Petit à petit, il s'est apaisé et a fini par s'endormir, mais cette frayeur soudaine m'a laissé une sensation étrange, comme si quelque chose planait dans l'air sans que je puisse mettre le doigt dessus. Le lendemain, tout s'est déroulé comme prévu. Nous nous sommes promenés, avons mangé au restaurant, profité de l'atmosphère estivale et de la bonne humeur du groupe. Mon fils semblait redevenu lui-même, riant, discutant, comme si l'épisode de la veille n'avait jamais existé. Puis, en fin de journée, nous sommes rentrés à la maison pour préparer le dîner. À peine avions-nous posé nos affaires que le bruit sourd d'un hélicoptère a attiré notre attention. Il stationnait au-dessus de la plage, un peu plus loin. La scène paraissait irréelle, presque figée dans un moment suspendu. Notre hôte, qui était médecin, a décidé d'aller voir ce qui se passait et de proposer son aide. L'attente a été interminable, personne ne parlait vraiment, comme si chacun ressentait qu'il se passait quelque chose de grave. Il nous a expliqué que 2 jeunes, venus avec un groupe d'église, avaient été pris dans un courant de retour, un de ces redoutables pièges invisibles que même les bons nageurs redoutent. Malgré les efforts pour les sauver, l'un d'eux avait perdu la vie sur la plage et l'autre n'avait pas survécu après avoir été transporté à l'hôpital. En entendant cela, une pensée glaciale m'a parcouru. Je n'arrêtais pas de repenser à la crise de mon fils la veille. Cette conviction absolue que personne ne devait aller dans l'eau.
Cette peur qu'il n'avait jamais exprimée avant et qu'il n'a plus jamais exprimée depuis. Je te promets que ce que je vais raconter n'est pas une exagération et encore moins une invention. C'est arrivé en pleine journée, dans un lieu parfaitement banal, et pourtant c'est un souvenir qui me serre encore la poitrine quand j'y repense. J'étais avec ma mère ce jour-là, on sortait faire quelques courses dans une galerie commerciale. Rien de spécial, pas d'ambiance étrange, pas de fatigue particulière, simplement une après-midi ordinaire. On avançait dans le couloir quand j'ai vu un magasin que je voulais absolument entrer. Il avait toujours cette vitrine qui attirait mon regard, alors je me suis dirigé vers l'entrée. Je me souviens encore du calme de ce moment, de cette sensation que tout était banal et normal. Puis la porte automatique s'est ouverte et quelqu'un en est sorti. Et là, tout s'est figé. La personne qui sortait du magasin, c'était moi. Pas juste quelqu'un qui me ressemblait un peu, pas une silhouette vaguement familière. C'était moi. Le même visage, la même coupe de cheveux, les mêmes proportions. Mais ce n'est pas tout. Il portait la même tenue que moi. Exactement la même. Les mêmes couleurs, les mêmes plis, la même façon dont le tissu tombait. Et il avait le même sac que je portais à l'épaule, un modèle peu commun que j'avais acheté dans un petit magasin quelques mois plus tôt. On s'est regardés, tous les deux, pendant une fraction de seconde. Un regard direct, presque choquant. Je me souviens avoir senti mon corps devenir lourd, comme si on m'avait vidé de toute énergie. Ses yeux, ou plutôt mes yeux sur son visage, avaient une expression indéchiffrable. Pas agressive, pas effrayée. C'était comme s'il me reconnaissait lui aussi. Puis il a simplement tourné au coin du mur, calmement. Et il a disparu. J'ai immédiatement regardé ma mère. Je m'attendais à ce qu'elle me dise que j'avais halluciné, que je rêvais, que c'était juste quelqu'un qui avait vaguement le même style vestimentaire. Mais elle avait le même regard que moi, un mélange de stupeur et d'incompréhension. La première chose qu'elle m'a dite, d'une voix tendue, c'est qu'elle l'avait vu elle aussi. Pas juste aperçu. Elle l'avait vu clairement, et elle aussi avait remarqué la ressemblance parfaite. On a tourné le coin immédiatement pour voir où il était allé. Personne. Pas un bruit. Pas une silhouette. Le couloir était vide. Il n'y avait même pas le moindre endroit où quelqu'un aurait pu se cacher en si peu de temps. Il avait disparu aussi vite que s'il n'avait jamais existé. Je suis resté complètement secoué. Ma mère aussi. On en a reparlé toute la journée et même après, pendant des années. Chaque fois que le sujet revenait, elle répétait la même chose. Elle l'avait vu. Elle l'avait observé. Elle avait eu exactement la même impression que moi, ce n'était pas un sosie. C'était moi, une copie parfaite. Un jour, ma mère est venue me chercher au jardin d'enfants comme d'habitude. Rien ne sortait de l'ordinaire, tout semblait suivre la même routine que chaque après-midi. Pourtant, à peine étions-nous arrivés à la maison que j'ai filé droit vers la chambre que je partageais avec mon frère et j'ai allumé la lumière sans même retirer mes chaussures ou ma veste. C'était très inhabituel pour moi car en général nous avions notre petit rituel de retour à la maison avant de faire quoi que ce soit. Dans notre chambre il y avait un petit lustre avec 3 ampoules à incandescence, chacune entourée d'un globe de verre plus large censé diffuser la lumière. À l'instant même où j'ai pressé l'interrupteur, toutes les ampoules ont explosé en même temps. Pas seulement les ampoules, mais aussi les globes de verre qui les entouraient. Les éclats ont volé dans toute la pièce, créant un bruit sec et violent qui m'a fait reculer d'un pas. Normalement, ces ampoules rendaient l'âme quand leurs filaments en wolfram brûlaient, ce qui se traduisait simplement par une petite tache sombre et l'obscurité. Là, ce n'était pas du tout le même phénomène. C'était comme si chaque ampoule avait reçu une pression interne monstrueuse. Le verre plus épais des globes avait volé en morceaux lui aussi, ce qui rendait l'événement encore plus étrange. Par chance, personne n'était encore entré dans la pièce. Si j'avais attendu ne serait-ce que quelques secondes pour appeler mon frère ou si ma mère m'avait suivi à cet instant précis, quelqu'un aurait pu être blessé sérieusement. Nous avons nettoyé les débris avec précaution.
Ma mère avait l'air troublée mais a finalement gardé le lustre. Et rien de semblable n'est jamais arrivé ensuite. Le lustre a continué de fonctionner pendant des années sans jamais refaire une seule étincelle. Quand nous avons acheté notre maison, il y avait un panier de baskets installé dans l'allée. L'ancien propriétaire est revenu le récupérer peu de temps après la vente parce que nous n'en voulions pas. Son fils avait l'habitude d'y jouer presque tous les jours, c'était un peu son rituel. On voyait encore les marques des rebonds sur le béton, comme si l'endroit avait été son petit terrain privé. Environ 5 ou 6 ans plus tard, un matin, ma fille m'a dit qu'elle avait entendu quelqu'un faire rebondir un ballon de basket dans l'allée pendant la nuit. Sa chambre donne directement sur ce côté de la maison, ce qui fait qu'elle entend tout ce qui se passe là dehors. Comme nous vivons à la campagne, avec un seul voisin qui habite assez loin et qui a largement dépassé les 70 ans, je lui ai dit qu'elle avait probablement fait un rêve très réaliste. Elle a insisté un peu mais je n'y ai pas prêté attention. Le lendemain matin, elle m'a répété exactement la même chose. Elle avait de nouveau entendu les rebonds distincts, réguliers, comme si quelqu'un s'entraînait juste sous sa fenêtre. Cette fois je trouvais cela étrange mais, occupé par le quotidien, j'ai fini par ne plus y penser. Un mois plus tard environ, mon voisin est venu me voir pour me raconter que le fils de l'ancien propriétaire était décédé soudainement. La nouvelle m'a surpris et attristé, même si je ne l'avais jamais vraiment connu. Je lui ai demandé quand cela s'était passé précisément. Il m'a donné la date et j'ai senti un frisson me parcourir. C'était pratiquement au moment exact où ma fille avait entendu ces rebonds de ballon en pleine nuit. Elle n'avait jamais perçu ce son auparavant et elle ne l'a jamais réentendu depuis. C'est peut-être une simple coïncidence, mais c'est l'une de celles qui vous reste collée à la mémoire tellement elle semble improbable. À l'époque, je vivais encore sur la côte des États-Unis. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai acheté cette œuvre murale. Ce n'était même pas quelque chose de très réfléchi. J'étais entré dans une petite boutique d'art local, attiré par les couleurs d'une toile suspendue près de la vitrine. Elle m'avait plu sur le moment, un mélange de formes et de tons qui donnait une ambiance chaleureuse. Alors je l'ai achetée sans vraiment réfléchir. Une fois rentré chez moi, je l'ai accrochée au mur du salon. Et c'est seulement en m'approchant un peu pour vérifier si elle était bien droite que j'ai remarqué la signature dans le coin inférieur. Mon prénom. Mon deuxième prénom. Exactement les deux. Orthographe identique. Une précision parfaite. Pas un nom courant. Pas un nom qu'on retrouve sur les maniets touristiques ou les t-shirts personnalisés. Un nom vraiment atypique. J'ai même cru que c'était une blague. Je me suis demandé si je n'avais pas inconsciemment acheté quelque chose justement parce que mon nom y était inscrit, mais je savais que je ne l'avais pas remarqué avant. J'ai gardé ce tableau toutes ces années. Il a fini par devenir une sorte d'anecdote qu'on raconte lors des dîners, un petit mystère accroché à un mur. Puis la vie a suivi son cours et j'ai quitté la côte et pour m'installer tout à l'autre bout du pays, sur la côte ouest. Un changement de décor complet, une nouvelle vie, de nouveaux lieux, de nouvelles habitudes. Le tableau, lui, m'a suivi comme une trace du passé. Environ 10 ans après cet achat, je me trouvais dans le salon de coiffure où je vais régulièrement. J'attendais mon tour, plongé dans mon téléphone, quand j'ai senti quelqu'un me regarder. Je lève les yeux et une femme assise quelques chaises plus loin me fixe avec une expression de surprise totale. Elle me demande si je m'appelle par mon prénom. Je réponds oui, un peu interloqué. Puis elle me demande mon deuxième prénom. Je le lui dis. Et là, son visage s'illumine comme si elle venait de résoudre un puzzle vieux de 100 ans. Elle me dit que c'est son prénom à elle. Exactement. Même enchaînement. Même orthographe. Je suis surpris mais j'essaie de rester poli. Après tout, les coïncidences arrivent. Puis je lui raconte l'histoire du tableau. Ce moment où j'ai acheté une œuvre d'art, où je l'ai accrochée, où j'ai vu cette signature identique à mon propre nom. J'en parle comme d'une anecdote amusante. Elle me regarde, puis ses yeux s'écarquillent encore plus. Elle me dit qu'elle est la personne qui a peint ce tableau. C'était elle.
L'artiste dont j'avais vu la signature 10 ans plus tôt. La personne dont je portais les deux prénoms comme une sorte de reflet improbable dans la réalité. Et elle s'était retrouvée assise à côté de moi dans un salon de coiffure à plus de 4000 km de l'endroit où cette histoire avait commencé. C'était au début des années 90, à une époque où l'afficheur d'appel était encore une nouveauté un peu mystérieuse. Les téléphones avaient encore ce bourdonnement particulier et les écrans affichaient les numéros en chiffres verts un peu vacillants. Ce jour-là, j'étais seul à la maison. Ma mère était sortie faire quelques courses et mon père était parti depuis plusieurs heures avec le groupe de jeunes de notre église pour une sortie qui devait durer toute la journée. Rien d'inhabituel jusque-là. Le téléphone a sonné et je me suis dirigé sans réfléchir vers le combiné. Avant de décrocher, j'ai jeté un bref coup d'œil à l'afficheur. Le numéro affiché correspondait exactement à l'endroit où mon père devait se trouver. Je n'ai pas pris plus de temps que cela pour l'observer, juste un regard rapide avant d'attraper le téléphone. Quand j'ai répondu, j'ai su immédiatement que quelque chose n'allait pas. La voix de mon père n'était pas la sienne. Elle était tendue, cassée, comme si chaque mot lui coûtait. Il ne m'a presque rien dit. Il a juste demandé à parler à ma mère. Je lui ai expliqué qu'elle n'était pas encore rentrée et il m'a répondu qu'il rappellerait. Puis il a raccroché, d'un geste abrupt qui m'a laissé debout au milieu du salon, complètement déstabilisé. Je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation dérangeante que sa voix avait provoquée. C'était comme une impression sourde qui se loge au creux de la poitrine. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais que ce n'était pas simplement un appel banal. J'ai attendu ma mère avec une impatience étrange, guettant le bruit de la voiture dans l'allée. Quand elle est enfin rentrée, environ 1 heure après l'appel, je me suis précipité vers elle et je lui ai dit que papa avait appelé et que quelque chose n'allait pas. Je me souviens parfaitement de son regard inquiet lorsqu'elle est allée consulter l'afficheur pour vérifier le numéro. Et là, surprise totale, le numéro n'était plus là. Disparu. Comme si l'appel n'avait jamais eu lieu. Pourtant je me souvenais du numéro. Je n'ai jamais été du genre à mémoriser des suites de chiffres, je n'ai pas de mémoire photographique, pas de capacité à retenir des détails sans effort. Mais ce soir-là, ce numéro était inscrit dans ma tête comme si je l'avais lu des dizaines de fois. Sans hésiter, je l'ai récité à ma mère. Elle m'a regardé avec un mélange d'étonnement et d'incrédulité avant de composer le numéro. De l'autre côté de la ligne, c'était un hôpital. Une voix posée, professionnelle, a expliqué que l'un des adolescents du groupe avec lequel mon père voyageait avait été victime d'une noyade. Mon père était sur place et avait demandé qu'on contacte ma mère. Il avait besoin qu'elle aille prévenir la famille du jeune garçon. La suite est restée floue. Je me souviens de la manière dont ma mère a blêmi, de la façon dont elle a attrapé ses clés avant de partir presque en courant. Je me souviens de l'attente, de la peur qui semblait envahir toute la maison. Les jours qui ont suivi ont été marqués par la tristesse, les allers-retours à l'église, les discussions chuchotées, les pleurs étouffés. Mais au milieu de toute cette horreur, un détail n'a jamais quitté mon esprit. Ce numéro disparu. Ce numéro que je n'avais regardé qu'une seule fois, à peine 1 seconde, et que pourtant j'avais pu redire sans hésitation. Je ne suis pas quelqu'un qui retient facilement ce genre de choses. Je l'ai su alors et je le sais toujours. Quelque chose, à ce moment précis, s'est imprimé dans mon esprit comme si mon cerveau avait décidé que cette information devait absolument rester là jusqu'au retour de ma mère. Je n'ai jamais été quelqu'un qui croit facilement au paranormal, aux fantômes ou aux signes étranges du destin. La plupart du temps, je trouve des explications rationnelles à tout. Mais cette histoire-là, je la porte avec moi depuis l'enfance, et même aujourd'hui je ne sais toujours pas comment l'interpréter. J'avais environ 6 ans. Une soirée ordinaire. Mes parents sortaient à un concert et une babysitter, Félicia, était venue nous garder, ma sœur de 11 ans et moi. Il faisait déjà nuit, la maison était totalement plongée dans l'obscurité à l'exception de la lumière de la télévision. On regardait Bodyguard, un film déjà assez intense quand on est enfant.
Je me souviens que seules les images qui clignotaient sur l'écran éclairaient vaguement le salon et le couloir. Un moment, peut-être au milieu du film, j'ai tourné la tête vers le hall qui menait aux chambres. C'est là que je l'ai vu. Mon père. Debout dans l'encadrement de la porte, à moitié dans l'ombre. Il portait exactement les mêmes vêtements que lorsqu'il avait quitté la maison quelques heures plus tôt. Même veste, même pantalon, même silhouette. J'ai d'abord pensé qu'il était rentré plus tôt, et j'allais lui dire bonsoir quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sur son visage, il avait un œil au beurre noir. Un bleu très net, très visible même dans la pénombre. Cette tache sombre m'a glacé. Je ne me souviens pas avoir eu peur à ce moment précis, mais j'étais complètement perplexe. J'ai tourné la tête vers Félicia et ma sœur pour leur dire que papa était revenu et qu'il semblait blessé. Elles m'ont regardé en attendant que j'explique. Quand j'ai reporté mon regard vers le couloir, il n'y avait plus personne. Le cadre était vide. Pas un mouvement, pas un son, pas l'ombre d'un pas ou d'une respiration. Je leur ai raconté ce que j'avais vu. Félicia, pourtant adolescente et très terre à terre, a eu un instant de silence avant de me dire que ce n'était sûrement rien. Sauf que ma sœur insistait, elle aussi inquiète, et que plus on en parlait, plus le malaise grandissait. Au point que Félicia a fini par rallumer toutes les lumières de la maison. On a passé le reste de la soirée ainsi, avec la télé allumée, les lampes éclairant chaque coin, comme si on essayait de chasser quelque chose que l'on ne voulait surtout pas revoir. Le lendemain matin est le moment où tout bascule. Je me lève tôt, un peu groggy, et je marche dans la cuisine où l'odeur du café se répandait déjà. Mon père était là, de dos, en train de préparer quelque chose. Rien d'étrange. Mais quand il s'est tourné vers moi, mon cœur s'est arrêté une seconde. Il avait un œil au beurre noir. Identique à celui que j'avais vu la veille. Exactement au même endroit. Même couleur. Même forme. Comme si ce que j'avais aperçu dans le couloir la nuit précédente n'était pas une imagination d'enfant, mais une sorte d'écho anticipé de ce qui allait arriver. Il nous a expliqué plus tard qu'une femme dans la foule l'avait frappé en pleine soirée sans raison claire, un mouvement confus dans une cohue imprévisible. Il avait reçu ce coup en rentrant vers la voiture. Il n'avait absolument aucun moyen de savoir que j'avais vu son œil tuméfié avant même que cela ne se produise. Quand ma sœur et Félicia sont descendues à leur tour, elles se sont figées en le voyant. Félicia est devenue pâle et ma sœur n'arrêtait pas de répéter que j'avais décrit exactement cet œil la veille. Elles se souvenaient toutes les deux du moment où je les avais alertées, de la panique qui avait suivi, des lumières qu'on avait allumées pour ne plus rester dans le noir. En septembre 2023, j'ai pris la mauvaise sortie de l'autoroute alors que je me rendais à la fête de remise de diplôme d'une amie. Je conduisais seul et je me suis retrouvé près d'un immense hôpital situé à environ 1 heure de chez moi. À ce moment-là, j'étais préoccupé par la santé de ma mère, car je lui laissais utiliser ma voiture de temps en temps mais je n'étais pas sûr qu'elle devrait encore conduire. J'ai imaginé aller voir ma mère là-bas, à moitié morte après un accident de voiture. J'en avais littéralement les larmes aux yeux rien qu'en y pensant et j'étais dégoûté d'avoir eu cette pensée intrusive horrible et morbide. Je suis rentré de l'after vers 3 ou 4 heures du matin. Ma mère était déjà debout très tôt, en train de se préparer pour ses prières avant d'aller à l'église, car elle avait l'habitude d'y arriver très tôt, avant 6 heures. Je lui ai donné les clés de ma voiture et je suis allé me coucher. Je me réveille en suffoquant, littéralement paniqué sans raison apparente. Mon téléphone sonne, c'est ce qui m'a réveillé. Je me précipite pour répondre et avant même de regarder l'écran je suis déjà certain que c'est ma mère. Alors qu'elle n'aurait jamais dû appeler à cette heure-là, puisqu'elle aurait dû être à l'église. En conduisant dans le noir pour s'y rendre, elle a détruit la voiture, elle a été hospitalisée et grièvement blessée. Je lui ai demandé dans quel hôpital elle se trouvait, elle ne le savait pas, elle s'était réveillée confuse dans un lit d'hôpital. Mais j'étais certain qu'elle était dans cet hôpital précis, alors qu'il y en avait au moins 4 autres plus proches. Et bien sûr, c'était le cas. J'étais terrifié à l'idée qu'elle puisse mourir, je trouvais trop étrange d'avoir prédit tout ce qui s'était passé à peine 6 heures auparavant,
même la manière dont j'avais paniqué en me réveillant avant de savoir ce qui n'allait pas. Mais elle n'est pas morte, elle a bien guéri, elle est restée à l'hôpital pendant 1 mois. Avec le recul, tout cela n'était qu'une intuition qui hurlait pour me réveiller. Elle a été diagnostiquée d'une démence 3 mois plus tard. Je me souviens encore parfaitement de cette journée, même si elle remonte à quelque part entre 2006 et 2010. Elle reste l'un de ces souvenirs qui ne s'effacent pas, même si tout autour de nous change. Une journée où la réalité semblait avoir glissé d'un cran, comme si quelqu'un avait réglé le monde sur un filtre étrange sans nous prévenir. C'était en Sibérie, et tout d'un coup, le ciel avait pris une teinte complètement inhabituelle. Une lumière orange vivait sur chaque surface, sur chaque visage, sur chaque ombre. Le plus perturbant, ce n'était pas seulement le ciel ou l'horizon. C'était la lumière elle-même. Le soleil n'avait plus sa couleur normale. Ce n'était plus ce disque pâle et froid que l'on voit en hiver ni cet éclat blanc qui brûle en été. C'était une sphère orange intense, presque artificielle. Tout ce qu'elle touchait prenait cette même teinte. Les bâtiments avaient l'air recouverts d'une couche d'ocre. La neige elle-même était devenue orange. Les arbres, les routes, nos vêtements, même le souffle dans l'air semblait teinter différemment. Je me souviens être sorti dehors en pensant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas juste le genre de lumière étrange qui arrive parfois avant un orage. C'était comme si la totalité du spectre lumineux avait été modifiée. Je me rappelle que mon premier réflexe a été une peur primaire, presque instinctive. Un vertige au fond du ventre. L'impression brutale que le monde venait de changer sans prévenir. Les gens sortaient de chez eux et levaient la tête vers le ciel avec la même expression d'inquiétude. Plusieurs restaient immobiles, à regarder autour d'eux comme si nous étions tous coincés dans une pièce mal éclairée. Certains murmuraient que c'était peut-être un incendie gigantesque quelque part, d'autres que c'était une tempête de sable venue de très loin. Mais personne ne savait vraiment. Et le pire, c'est que personne n'avait l'air totalement rassuré par ses propres explications. À un moment, j'ai eu l'impression étrange que nous vivions tous dans une sorte de décor. Comme si les projecteurs qui éclairaient le monde avaient été mal configurés, comme si une équipe invisible avait joué avec les boutons d'une machine sans se soucier de ce que cela provoquerait ici-bas. Cela me rappelait un peu l'impression que l'on peut avoir en regardant les coulisses d'un film. Ce sentiment que la lumière n'est pas naturelle mais posée volontairement pour créer une ambiance irréelle. La journée entière s'est écoulée dans cette couleur impossible. Les heures passaient, mais la teinte ne semblait pas faiblir. Cela donnait une atmosphère presque apocalyptique. Je me souviens avoir eu cette pensée absurde que peut-être tout cela signifiait la fin. Pas un événement violent, pas une catastrophe spectaculaire, mais une transformation lente du monde vers quelque chose que nous ne comprendrions pas. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la couleur a disparu. Le lendemain, tout était revenu à la normale. Le soleil avait retrouvé sa lumière blanche et dure. Le ciel était redevenu pâle et froid. Les jours suivants, plus personne n'en parlait vraiment. On faisait la route depuis Milwaukee pour aller au Wisconsin-Dells, un trajet assez simple, presque automatique, qu'on connaissait bien. La journée était belle, la circulation fluide, et on discutait tranquillement en roulant vers Sun Prairie, un peu plus de 50 minutes après avoir quitté la maison. C'est à ce moment-là que nous avons dépassé cette voiture. Une vieille Toyota vraiment reconnaissable, cabossée, presque brinque-ballante. Les vitres étaient baissées, le conducteur était torse nu, plutôt massif et en sueur, et à l'arrière un chien était assis, la tête tournée vers l'extérieur. L'image était tellement particulière que nous avions même fait une petite remarque en passant, quelque chose du genre que cette voiture avait du vécu. Rien d'extraordinaire en soi, juste un détail de voyage que l'on remarque sur le moment. Quelques minutes plus tard, ma femme et moi avons réalisé que nous avions oublié quelque chose d'important à la maison. Un truc dont on ne pouvait absolument pas se passer pour le week-end. On a donc pris la première sortie pour faire demi-tour et retourner à Milwaukee. La frustration était là, mais on s'est dit que ce n'était pas grave, que cela rallongerait un peu la route et puis voilà.
On a récupéré ce qu'il fallait et on a repris la même route, exactement le même trajet, une bonne heure après notre premier passage. La lumière avait un peu changé, la circulation aussi, mais tout restait familier. Arrivé de nouveau près de Sun Prairie, presque au même endroit que la première fois, on roulait tranquillement quand quelque chose a attiré notre attention. La même Toyota. La même voiture, avec les mêmes bosses, les mêmes vitres baissées. Le même conducteur torse nu. Le même chien à l'arrière. Tout était identique, jusqu'à la position du chien qui regardait exactement du même côté, comme si le temps n'avait pas avancé. Je me souviens m'être tourné vers ma femme et de l'avoir vue ouvrir grand les yeux, exactement comme moi. Il n'y avait aucun doute. Aucun risque de confondre. C'était bien la même voiture, la même scène, presque au même point de la route. Sauf qu'il s'était écoulé près de 2 heures entre les deux passages. On a essayé de calculer dans nos têtes. Peut-être que le conducteur avait fait demi-tour lui aussi, peut-être qu'il avait pris un autre chemin avant de revenir sur celui-ci. Mais rien n'avait de sens. Pour que cette voiture soit à ce même endroit au même moment, il aurait fallu qu'elle roule à une allure incohérente ou qu'elle fasse un trajet absurde. Et même en essayant d'imaginer un scénario logique, on retombait toujours sur le même point, cela ne collait pas. Quand cela est arrivé, j'étais avec mon frère, ma mère et ma petite amie dans ma chambre en train de regarder un film. Je ne sais toujours pas pourquoi nous étions tous entassés là plutôt que dans le salon, mais c'était comme ça. À un moment, je me suis levé pour aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. Une fois servi, je suis retourné vers la chambre quand j'ai vu ma petite amie de l'époque courir dans la salle de bain qui se trouvait dans le couloir. Elle n'avait allumé aucune lumière, ni dans le couloir ni dans la salle de bain. Je me suis donc dit qu'elle comptait me faire peur en surgissant au moment où j'allais passer devant la porte. Je me suis approché doucement, prêt à la surprendre, certain qu'elle s'était cachée. J'ai lancé un petit cri pour l'effrayer en entrant dans la salle de bain mais il n'y avait absolument personne. J'ai allumé la lumière et j'ai regardé partout. La pièce était vide, parfaitement silencieuse. J'ai eu un mouvement de recul, comme si mon corps comprenait quelque chose avant mon esprit. Je suis retourné dans ma chambre et je les ai tous trouvés exactement comme je les avais laissés. Ils m'ont assuré qu'ils n'étaient jamais sortis de la pièce. Pourtant j'étais totalement convaincu d'avoir vu quelqu'un courir dans cette salle de bain. Ce souvenir me trouble encore, mais il n'est rien comparé à ce qui m'est arrivé étant plus jeune. Un jour, je jouais à me cacher sous des draps pour fuir mon frère qui essayait de me trouver. Quand j'ai tiré les draps au-dessus de ma tête, j'ai vu un enfant de mon âge, exactement au niveau de mes yeux, à moins d'une trentaine de centimètres de mon visage. Je ne comprends pas comment cela était possible car il n'y avait aucun espace sous les draps, rien qui aurait permis à quelqu'un de s'y glisser avec moi. Pourtant, cet enfant semblait bien là. Ses yeux étaient étranges. On aurait dit qu'ils étaient vides mais en même temps très présents, presque agressivement fixés sur moi. Un regard à la fois figé et brûlant. J'ai senti une panique brutale monter dans ma poitrine et j'ai hurlé comme jamais. Je me rappelle m'être agrippé au drap en tremblant, au bord des larmes, terrifié par la sensation physique d'une présence collée à moi alors que rationnellement il ne pouvait y avoir personne. À l'époque, mon mari et moi étions en train de rénover une vieille maison construite en 1924. Une belle bâtisse pleine de charme, mais pleine de surprises. Les murs avaient une odeur de bois ancien, les planchers grinçaient d'une manière presque vivante et il y avait cette atmosphère particulière des maisons qui ont traversé plusieurs générations. Ce jour-là, je travaillais à l'étage. Plus précisément dans la salle de bain du 2e niveau. Je peignais depuis un bon moment, concentré sur mes murs, les bras douloureux mais satisfaite d'avancer. Pas de radio, pas de marteau, juste le bruit régulier du pinceau contre le mur et parfois un craquement du plancher sous mes pieds. Soudain j'ai entendu mon mari hurler depuis le sous-sol. Pas parler. Hurler. Avec le ton exact qu'il utilise quand il pense que quelque chose ne va vraiment pas. Il a crié très clairement quelque chose comme « Qu'est-ce que tu fais ici ?» C'était sa voix, sans aucun doute possible. La même intonation, la même urgence. Et surtout, venant du rez-de-jardin,
comme si le son remontait par les tuyaux jusqu'à la salle de bain. J'ai levé les yeux, un peu surprise, puis j'ai répondu tout naturellement que j'étais en train de peindre la salle de bain. Je me souviens même avoir pensé qu'il devait faire une blague ou qu'il avait simplement oublié où je me trouvais, alors que je travaillais dans cette pièce depuis des heures. À peine avais-je terminé ma phrase que sa voix est revenue. Sauf que cette fois, elle ne venait pas du sous-sol. Pas du tout. Elle venait du rez-de-chaussée, d'une pièce complètement différente, à l'opposé de l'endroit d'où je l'avais entendue quelques secondes plus tôt. Sa voix avait un ton hésitant, presque inquiet, comme s'il n'avait absolument aucune idée de ce dont je parlais. Il a dit quelque chose du genre « oui d'accord », mais avec un ton qui signifiait clairement qu'il n'avait rien crié avant. Le temps s'est arrêté une seconde. Je suis resté là, pinceau en main, le cœur qui commençait à battre un peu trop vite. Je savais exactement ce que j'avais entendu. Pas un bruit vague. Pas un craquement. Pas un écho. La voix précise de mon mari, depuis un endroit où il n'était pas. Je l'ai rejoint un moment après, encore un peu secoué. Je lui ai demandé pourquoi il m'avait crié dessus depuis le sous-sol. Il m'a regardé avec cette expression incompréhensible qui ne laisse aucun doute. Il n'avait rien dit. Il n'était même pas descendu là-bas ces dernières minutes. Il était au rez-de-chaussée, en train de bricoler dans une autre pièce. Et il n'avait entendu aucun cri, ni sa propre voix, ni la mienne. Je repense encore parfois à ce jour-là et j'ai du mal à croire que Jean soit sorti sans une seule égratignure, et surtout sans avoir blessé qui que ce soit. C'était l'hiver, un de ces hivers où la route devient une sorte de piège invisible, où la glace se forme en couches si fines qu'on ne la voit même pas avant de la sentir sous ses roues. Je roulais tranquillement, en direction d'un feu rouge, avec l'impression que tout était sous contrôle. Je connaissais le trajet, j'allais doucement, rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Puis la voiture a commencé à glisser. Pas une petite glissade comme on en fait parfois l'hiver. Non. Une vraie perte de contrôle. Un de ces moments où le volant ne répond plus, où le frein devient inutile, où l'on sent seulement son cœur remonter dans la gorge. Le feu rouge approchait, la route était verglacée, et je savais parfaitement que si la voiture continuait à avancer comme ça, j'allais m'encastrer dans la file de véhicules arrêtés devant moi. J'ai tenté de freiner par à-coups. Mauvaise idée. La voiture est partie en travers, complètement. Elle s'est mise à dériver vers les voitures stoppées comme si elle glissait sur du verre. Dans un réflexe presque désespéré, j'ai tourné brusquement le volant pour éviter la collision. Et là, tout s'est mis à se dérouler comme une scène irréelle. Au moment même où j'ai quitté ma trajectoire vers l'arrière de la file, le feu est passé au vert. Les voitures de chaque côté se sont mises à avancer. Et pourtant, contre toute logique, je suis passé entre elles. J'ai traversé 2 voies de circulation et dépassé une quinzaine de voitures sans en toucher une seule. Je me rappelle encore du bruit de mes pneus qui raclaient la glace, des silhouettes de voitures qui défilaient à gauche et à droite, du mouvement chaotique qui ne dépendait plus de moi. Pendant quelques secondes, mon véhicule ne m'appartenait plus. Je ne contrôlais rien. C'était comme si j'étais un passager dans ma propre voiture. J'étais convaincu que j'allais percuter quelqu'un. Convaincu que tout allait se terminer dans un fracas de métal et de verre. Et pourtant, rien. Lorsque la voiture a finalement retrouvé de l'adhérence, j'étais de l'autre côté du carrefour, intact, comme si je venais d'être transporté à travers cette marée de véhicules par une force complètement extérieure. Je me suis arrêté un peu plus loin, le souffle court, les mains tremblantes sur le volant. J'ai regardé dans le rétroviseur, attendant presque de voir une voiture accidentée, un pare-choc envolé, un conducteur furieux. Mais il n'y avait rien. Tout continuait normalement, comme si je n'étais qu'un fantôme qui venait de traverser le trafic sans laisser de traces. Quand j'étais enfant, j'avais ce jouet que j'adorais. Une sorte de petit tank futuriste en plastique, un truc bruyant et un peu cheap, mais qui, à mes yeux, était une merveille technologique. Il avait cette fonction que je trouvais absolument géniale. Il tirait de petits missiles en plastique,
vivement colorés, qui se plantaient partout sauf là où je voulais viser. Mon préféré était le missile jaune. Impossible de le rater. Il était brillant, presque fluorescent. Un jour, j'étais dans ma chambre, sur le sol parfaitement dégagé. Il n'y avait rien sous quoi un objet puisse rouler. Pas de tapis, pas de meubles bas, pas de boîtes ouvertes. Juste moi, mon tank, et un sol qui ne laissait aucun mystère possible. J'ai armé le missile jaune, prêt à le faire partir en imaginant un scénario épique. Je me souviens avoir pris une aimée inutilement sérieuse avant d'appuyer sur le bouton. Le missile est parti comme d'habitude, avec ce petit bruit plastique caractéristique. Je l'ai vu filer droit devant moi, dans la bonne direction, et à ce moment exact j'ai détourné les yeux une fraction de seconde. Une toute petite seconde. Juste assez pour cligner des yeux ou pour tourner légèrement la tête. Quand j'ai reposé mon regard à l'endroit où il aurait dû être, le missile avait disparu. Pas tombé un peu plus loin. Pas roulé dans un coin. Pas coincé dans un angle. Disparu. Évaporé. Comme s'il s'était volatilisé au milieu du trajet. J'ai d'abord cru qu'il s'était planté quelque part, peut-être contre un mur ou derrière un jouet. Mais dès que j'ai posé le tank, je me suis mis à chercher. Et j'ai cherché. Vraiment cherché. J'ai arpenté la pièce entière, centimètre par centimètre. J'ai balayé la zone avec mes mains. J'ai vérifié chaque recoin, même ceux où il aurait été physiquement impossible pour le missile d'aller. Comme un enfant convaincu que la réalité avait plié juste pour lui jouer un tour. Ne le trouvant pas, j'ai appelé ma mère, persuadé qu'elle le repérerait à la première seconde. Elle avait ce talent mystérieux que les parents semblent avoir, la capacité de retrouver n'importe quel objet perdu comme si une antenne interne les guidait. Elle est venue, a souri un peu en me voyant paniquer pour un jouet, puis s'est mise à chercher elle aussi. Et c'est là que l'histoire devient vraiment étrange. Elle ne l'a pas trouvé non plus. Elle, qui retrouvait tout. Elle, qui savait repérer les chaussettes perdues, les petites pièces de jeu, les Legos disparus dans les zones les plus improbables. Elle a fait exactement ce que j'avais fait. Elle a vérifié le sol. Le mur. Les coins. Les dessous de meubles inexistants. Et plus le temps passait, plus son expression changeait. Elle est passée de la bienveillance amusée à une perplexité totale. Elle a fini par me regarder avec une sorte de surprise. Le missile n'était pas là. Il n'était nulle part. Et malgré toutes les années qui ont suivi, malgré tous les déménagements, les nettoyages, les occasions où j'aurais pu retomber dessus par hasard, je ne l'ai jamais revu. Pas une fois. Pas même des années plus tard en ouvrant une vieille boîte de jouets ou en rangeant un carton de souvenirs. Ce missile jaune parfaitement visible. Cet objet impossible à ignorer. Ce petit morceau de plastique que j'avais lancé sous mes yeux. Il a littéralement disparu dans l'air. Comme s'il n'avait jamais existé. Comme si la réalité avait avalé un jouet pour une raison qui m'échappe encore aujourd'hui. Mon cousin, qui était en mission à l'étranger, vivait une période fatigante et stressante. Les journées étaient longues, les nuits courtes, et le poids de l'éloignement se faisait sentir. Pourtant, malgré tout cela, il restait quelqu'un de solide, de posé, toujours capable de rassurer sa famille lors de ses appels. Une nuit, après une journée particulièrement éprouvante, il s'est endormi profondément et a fait un rêve dont il a parlé à tout le monde par la suite. Dans ce rêve, il se trouvait au bord d'un lac paisible, un de ces endroits presque intemporels où la lumière semble différente, plus douce. Il était assis à côté de notre grand-père, celui que nous avions tous perdu quelques années plus tôt, celui qui avait été le pilier de notre famille pendant si longtemps. Ils étaient en train de pêcher, comme ils le faisaient quand mon cousin était enfant. Il se souvenait de l'odeur du bois du vieux quai, du bruit de l'eau contre les rochers, même du rire léger de notre grand-père lorsqu'une ligne tirait un peu trop fort. Le rêve semblait incroyablement réel, presque plus réel que les jours qu'il vivait loin de chez lui. À un moment, notre grand-père s'est tourné vers lui avec ce regard plein de gentillesse qu'il avait toujours eu. Il lui a dit que c'était merveilleux de le revoir, mais que c'était la dernière fois.
Il lui a expliqué doucement qu'il devait partir et qu'il voulait lui dire au revoir une dernière fois avant de s'en aller. Mon cousin raconte qu'il avait ressenti une chaleur étrange en entendant ces mots, comme si ce moment était à la fois triste et parfaitement apaisant. Il s'est réveillé brusquement, le cœur battant fort mais rempli d'une certitude inexplicable. Quelque chose n'allait pas. Sans même réfléchir, il a pris son téléphone et a appelé sa mère. Il savait que c'était elle qui s'occupait de notre grand-père depuis toutes ces années. Et c'est là que tout bascule. Sa mère lui a répondu en larmes. Notre grand-père venait de mourir. Pas dans la nuit. Pas quelques heures plus tôt. Il était parti seulement quelques minutes avant que mon cousin ne compose le numéro. À peine le temps pour elle de reprendre son souffle, à peine le temps pour elle d'accepter ce qui venait de se produire. Ce qui ne cesse jamais de me troubler, c'est la précision du timing. Le rêve. Les paroles. Le dernier au revoir. Puis ce besoin presque instinctif de téléphoner. Mon cousin n'a jamais prétendu avoir un don ou une sensibilité particulière. C'était un homme simple, rationnel, qui ne s'emballait jamais pour les phénomènes étranges ou surnaturels. Pourtant cette expérience l'a marqué au-delà de tout ce qu'il avait vécu jusque-là. Quand j'étais au lycée, j'ai eu l'un de ces épisodes qui m'a marqué au point que j'y repense encore aujourd'hui. Dans mon rêve, je me tenais dans un groupe de personnes. Je me souviens de la sensation d'attendre quelque chose sans vraiment savoir quoi. Les personnes autour de moi avaient des âges et des origines différentes, comme si c'était un groupe improvisé. Rien de particulier ne semblait se passer, mais tout était très net. L'air chaud. Le brouhaha du groupe. L'impression que tout le monde parlait de choses différentes. Et puis il y avait cette image précise. Une personne assise sur un seau de chantier retourné. Un seau blanc. Elle portait des shorts et des chaussures blanches. Le sol était recouvert d'herbe. Et un objet blanc se trouvait un peu plus loin, mais je n'arrivais pas à comprendre de quoi il s'agissait. Le rêve s'arrêtait là. Rien de spectaculaire. Juste une scène ordinaire mais d'une netteté presque gênante. Quelques mois plus tard, je suis en camp de préparation avec la fanfare du lycée. Une journée d'été comme les autres, le soleil haut, la chaleur qui colle à la peau, la fatigue qui s'accumule après des heures de répétition. On fait une pause pour boire de l'eau, et comme toujours, on laisse les instruments un peu plus loin sur le terrain pour se reposer un moment. Je me tiens dans un groupe avec les membres de ma section, exactement comme d'habitude. Tout le monde parle. Des blagues. Des histoires. Rien d'extraordinaire. Je suis en train d'écouter distraitement, l'esprit un peu dans les nuages, lorsque je baisse les yeux et que quelque chose se superpose brusquement dans ma tête. Cette scène. Ce moment. Tout, absolument tout, est identique à mon rêve. La fille assise sur un seau blanc retourné. Les shorts. Les chaussures. Le groupe autour de moi. L'herbe du terrain. Et puis je vois ce fameux objet blanc que je n'arrivais pas à comprendre dans mon rêve. C'était une grande bâche blanche, une partie de la scénographie de notre performance qui avait été laissée là en attendant de l'utiliser. J'ai senti la réalité se dédoubler une seconde. Le rêve. Le présent. Les deux qui se télescopaient parfaitement. Je roulais tranquillement, sans aucune urgence particulière, lorsque j'ai aperçu au loin une voiture qui zigzaguait légèrement. Je me souviens avoir ralenti, méfiant, pensant que le conducteur était peut-être distrait ou fatigué. Puis tout est arrivé d'un coup. La voiture a heurté un obstacle sur le côté de la route, a pivoté sur elle-même et a fini par s'immobiliser dans un bruit assourdissant. Un nuage de poussière s'est levé, et avant même que je comprenne exactement ce qui venait de se produire, la voiture a pris feu. Les flammes ont couru le long du châssis avec une rapidité qui me dépasse encore aujourd'hui. Je me rappelle du choc, de l'adrénaline, de mes mains accrochées au volant sans savoir si je devais sortir, appeler, courir, faire quelque chose. Mais ce que j'ai vu ensuite est ce qui me hante encore. Par la porte passager, une silhouette est sortie.
Je l'ai vu, clairement, distinctement, comme je vois n'importe quelle personne marcher au bord d'une route. La personne a ouvert la portière, en est sortie sans courir mais avec une sorte d'urgence, et s'est éloignée de la voiture en direction de l'accotement. Elle s'est tenue là, un instant, comme si elle observait la scène depuis un endroit sûr. Je me rappelle avoir pensé que c'était le passager, que quelqu'un venait d'échapper à la voiture juste à temps. Je m'apprêtais à m'arrêter pour proposer de l'aide lorsque l'explosion a retenti. Une boule de feu a enveloppé le véhicule, un souffle de chaleur a traversé la route, et tout a été recouvert d'un nuage noir. Les secours sont arrivés assez rapidement. Les pompiers, la police, une ambulance. Je leur ai dit ce que j'avais vu. Je leur ai décrit la personne qui était sortie de la voiture, sa démarche, sa présence, la direction dans laquelle elle était partie. C'est à ce moment-là qu'on m'a annoncé qu'il n'y avait qu'un seul occupant. Une seule personne. Un conducteur retrouvé dans la carcasse, décédé dans l'explosion. Aucun passager. Aucun témoin qui se serait enfui. Personne blessé dans les environs, personne aperçu dans les champs autour. Juste un conducteur seul qui n'avait jamais quitté l'intérieur de la voiture. J'ai insisté. J'étais certain de ce que j'avais vu. J'avais vu quelqu'un sortir par la porte passager, marcher, se tenir à distance du feu. C'était aussi net qu'un souvenir peut l'être. Mais pour tout le monde, c'était impossible. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.